La fée de la foudre et de l'eau. Il y a très, très longtemps, il fut une époque où aucun humain n'existait sur Terre. La surface de la Terre était stérile et remplie de fissures. Depuis les cieux, le paysage de la Terre avait l'air terrible. Les fées et les déesses frissonnaient en le regardant et pensaient que c'était aussi mauvais que l'enfer. Un beau jour, un groupe de fées regarda la Terre et discutait. La fée rouge et la fée verte discutaient entre elles. X, quel endroit étrange que cette terre! Est-ce que quelqu'un peut y vivre? Tu as tout à fait raison. Pas une âne ne voudrait y vivre. Pas un coin de verdure, si terne et sans couleur. Pas de loisirs et pas une seule personne de notre espèce y vit. Après avoir entendu cela, la fée mère s'approcha d'elle et dit « Vous ne devriez pas dire de telles choses. Si c'est ainsi que tout le monde pense, la vie ne commencera jamais sur Terre. » Mais, mère, qui voudrait aller vivre dans un endroit aussi étrange? Quelqu'un doit y aller et commencer le cycle de la vie. Il se peut même que ce soit l'une d'entre nous. Les fées retournèrent à leur occupation. La fée de la foudre et la fée de l'eau étaient occupées à jouer à un jeu. Bien que la mère des fées leur ait demandé à plusieurs reprises d'arrêter de jouer, elles continuaient à le faire. Foudre, vous êtes maintenant toutes les deux assez matures pour comprendre que vous devez aider vos autres sœurs dans leurs tâches. Fée de l'eau, tu ferais mieux de suivre cela aussi. De toute façon, la reine des fées garde un œil sur vous. Pourquoi devrions-nous travailler quand il y a tant de gens qui le font? La fée de la foudre a raison. Maintenant, maman, s'il te plaît, pars et laisse-nous jouer. La reine des fées passa par là et entendit cette conversation. Elle se mit en colère et gronda la mère fée. « C'est le résultat du fait que vous les avez choyées et gâtées. Tu vois comme elles sont devenues autoritaires ?» Pardonnez-leur, reine des fées. Elles vont s'améliorer avec l'âge. Elles sont encore très jeunes et ont joué. Mère a raison, il est de notre âge de jouer. Reine des fées, viens, rejoins-nous et joue avec nous. Ce sera amusant. Vous devriez vous occuper de vos filles rapidement. Leur lien ne pourra peut-être pas les sauver longtemps. Oui, ma reine, cela ne se reproduira plus. La reine des fées s'en alla, bouleversée et irritée. Avez-vous vu comme elle était bouleversée? J'apprécie ce lien de fraternité entre vous deux. Mais il faut que vous réalisiez que vous grandissez et que vous avez des responsabilités comme tout le monde. Oh maman, te voilà repartie. Viens ma sœur, partons loin d'ici. Sinon notre mère n'arrêtera jamais de faire ses serments. Après avoir dit cela, les deux fées disparaissaient de là. La mère des fées, dépitée, retourna dans son palais. Quelques jours plus tard, un démon attaqua le royaume des cieux. Il piétina tous les parterres de fleurs en avançant à grands pas. Quel plaisir d'écraser ces fleurs! Je suis sûr que je vais prendre 2 fois plus de plaisir à écraser les fées ici. En entendant le vacarme, toutes les fées sortirent du palais. Quel énorme démon! Pourquoi est-il ici, maman? J'ai très peur. Ne vous inquiétez pas, les enfants. Nous pouvons le vaincre grâce à la puissance de nos baguettes magiques. Mais mère, il est énorme. Je ne peux même pas le regarder. J'ai tellement peur. La peur n'aura jamais raison de personne, les enfants. Nous devons être courageuses et le combattre. Le démon entendit cela et rit. Vous et toutes vos petites fées ne pouvez pas me vaincre. Il vaut mieux que tu quittes le paradis pour de bon. C'est moi qui vais régner sur cet endroit maintenant. Tu es fou! Laisse tomber! Il n'y a pas un seul être qui puisse nous arracher notre maison. Viens, combat-nous si tu peux. Une bataille s'engagea entre le démon et les fées. Après un certain temps, fatiguées de résister au démon, les fées s'affaiblissèrent et commencèrent à s'effondrer. Que se passe-t-il, petite fée? C'est tout ce que vos pouvoirs magiques peuvent faire? Nous vous laisserons jamais gagner. Nous sommes ici chez nous et nous y resterons toujours. En entendant les cris de guerre, la reine des fées ainsi que les autres fées se précipitaient hors de son palais. La bataille perdue fut maintenant gagnée grâce aux immenses pouvoirs magiques de la reine des fées. Lorsque la reine des fées se rendit compte que les fées de l'eau et de la foudre n'étaient pas présentes pour l'aider dans la bataille, elle devint furieuse. Vous comprenez à présent, malgré mes nombreux avertissements, ces deux-là n'ont pas fait preuve de responsabilité. Personne ne peut les sauver de ma malédiction.
Ne fais pas ça, s'il te plaît, je t'en supplie. Reine des fées, elles subiront les conséquences de leur acte. C'est ma décision, et ma parole est sans appel. » À ce moment-là, la fée de la foudre et la fée de l'eau entrèrent, rieuses et inconscientes de ce qui s'était passé. Lorsqu'elles regardaient autour d'elles, elles furent déconcertées. Que s'est-il passé, maman? Y a-t-il eu une tempête? Pourquoi es-tu silencieuse, mère? Dis-moi, que s'est-il passé ici? Vous allez bientôt sentir la tempête. Vous allez toutes les deux être punies pour votre erreur. Mais nous n'avons rien fait de mal. Pourquoi nous punir? En entendant cela, la mère fée se mit à pleurer. Non, s'il te plaît, pardonne-leur, reine des fées. À l'avenir, elles se comporteront de manière plus nature. Elles seront punies, c'est sûr. Et voici leur punition. À partir d'aujourd'hui, les deux sœurs seront séparées. Pour l'éternité. La fée des eaux vivra sur terre, la fée de la foudre vivra ici, dans le ciel, mais à l'écart, loin de toutes les autres fées. En entendant cela, toutes les fées se mettèrent à sangloter. S'il te plaît, pardonne-nous. Nous ne répéterons plus jamais d'autres erreurs. Ma malédiction ne peut être annulée. C'est la punition que vous devez subir. Depuis ce jour, la fée de l'eau commença à vivre et à couler sur la terre. La fée de la foudre vivait au ciel, solitaire et silencieuse. Après avoir été séparées, les deux sœurs pleuraient tout le temps. Un jour, la fée de la foudre dit à la mère des fées. « Mère, ma sœur me manque beaucoup aujourd'hui. Je me demande comment elle doit survivre sur cette horrible terre. » Toutes les fées, y compris la mère fée, plaidaient autour de la reine fée. « Reine des fées, tu es aussi une mère. S'il te plaît, comprends l'angoisse d'une autre mère. Pardonnez aux deux fées, je vous en supplie. » « Reine des fées, soyez clémente. Pardonnez-leur. Elle nous manque à toutes. » J'ai fait une erreur. Dans ma colère, je me suis acharnée sur leur jeunesse et leur innocence. Malheureusement, je ne peux pas annuler la malédiction, mais je peux en réduire l'intensité. Comment cela? Chaque fois que sa sœur manquera énormément à la fée foudre, elle sera autorisée à descendre sur terre et à ne faire qu'un avec la fée des eaux. L'amour des deux sœurs sera si touchant et si émotionnel que même les nuages verseront des larmes lors de leur union. Merci, merci. Nous les fées, nous en serons éternellement reconnaissantes. Le cycle de la foudre frappant l'eau et ne faisant qu'un avec elle commença ce jour-là. Les nuages versèrent des larmes, enchantés par l'amour entre les deux sœurs. La terre n'était plus stérile. Elle se couvrit de verdure et les créatures vivantes l'appelèrent enfin leur belle demeure. Fin. 12 princesses danseuses. Il était une fois un nom du roi d'Athélius qui avait 12 belles filles, chacune étant plus belle que l'autre. Ces 12 filles dormaient ensemble dans une chambre, et chaque nuit, lorsqu'elles étaient dans la chambre, le roi fermait la porte à clé et la verrouillait. Mais chaque matin, quand il déverrouillait la porte, il voyait toujours que leurs chaussures étaient usées par la danse, et personne ne se souvenait comment cela s'était produit. Puis, un jour, le roi publia « Je lance un appel à volontaires. Si un homme découvre où mes 12 filles vont danser la nuit, il peut choisir celle qu'il veut pour en faire son épouse. Mais si un volontaire ne parvient pas à découvrir où mes filles vont danser en une nuit, il sera exécuté. Est-ce que j'ai des preneurs ?» Il ne fallut pas longtemps pour que de nombreux princes se présentent et proposent de relever le défi. Mais ils échouèrent lamentablement, et personne ne découvrit jamais où les 12 princesses allaient la nuit. De nombreux autres se présentèrent ensuite et entreprirent de relever le défi, mais tous perdirent la vie. Il arriva qu'un pauvre soldat, nommé Maximus, blessé et ne pouvant plus servir, se retrouva sur la route de la ville où vivait le roi. Il y rencontra une vieille femme qui lui demanda où il allait. « J'ai bien envie de découvrir où dansent ces princesses, et ainsi devenir roi, être marié et riche. » Ce n'est pas si difficile. Tu ne dois pas boire le vin qu'on t'apportera la nuit, et faire semblant de dormir profondément. Sur ce, elle lui donna un petit manteau et lui dit « Si tu la mets, tu seras invisible, et tu pourras les suivre. » Il se rendit alors chez le roi et s'annonça comme prétendant.
il fut aussi bien accueilli que les autres. On le conduisit vers la chambre qui était contiguë à celle des princesses, et, comme il allait se coucher, l'aîné lui donna une coupe de vin. Mais il s'était attaché une éponge sous le menton, et laissa couler le vin dedans, sans en boire une goutte. Puis il se coucha et se mit à ronfler, comme s'il était plongé dans le plus profond sommeil. Les 12 princesses entendirent cela et rirent. Et l'aînée dit « Lui aussi va certainement perdre la vie !» Sur ce, elles se levèrent, ouvrirent les armoires et en sortirent de jolies robes, s'habillèrent devant les miroirs, s'agitèrent et se réjouirent à la perspective de leur danse. Seule la plus jeune dit « Je ne sais pas pourquoi, vous êtes très joyeuse, mais je me sens très bizarre. Il va certainement nous arriver quelque malheur. Vous êtes une oie qui a toujours peur. Avez-vous oublié combien de princes sont déjà venus ici en vain? J'avais donné aux soldats une boisson pour dormir. De toute façon, ils ne se seraient pas réveillés. » Puis, elles regardèrent attentivement le soldat. Mais il avait fermé les yeux et ne bougeait pas. Elle se sentait en sécurité. L'aîné se dirigea alors vers son lit et le tapa. Celui-ci s'enfonça dans la terre. Et l'un après l'autre, elles descendirent par l'ouverture, l'aîné en premier. Le soldat observa tout en silence. Puis, il enfila sa petite cape et descendit en dernier avec la plus jeune des filles. Au milieu des marches, il marcha accidentellement sur l'ourlet de sa robe. Elle fut surprise et poussa un cri. « Qu'est-ce que c'est? Qui tire sur ma robe ?»« Ne faites pas l'idiote. Vous l'avez accrochée à un clou. » Puis, elles descendirent tout en bas. Et quand elles furent arrivées en bas, elles se trouvèrent dans une merveilleuse allée d'arbres, dont toutes les feuilles étaient d'argent, brillantes et scintillantes. Le soldat pensa. Je pense que je ferais mieux de prendre une de ces branches et de l'emporter avec moi pour prouver où nous sommes allés cette nuit. Alors, il cassa une branche de l'une d'elles, sur laquelle l'arbre craqua avec un grand bruit. La plus jeune cria à nouveau. « Il y a un problème. Vous avez entendu le craquement ?» C'était un coup de feu tiré en signe de liesse, parce que nous nous sommes débarrassés si vite de notre prince. Après cela, elles arrivèrent dans une avenue où toutes les feuilles étaient d'or. Et enfin, dans une troisième, où elles étaient de diamants brillants. Maximus cassa une branche de chacune. Elles continuèrent et arrivèrent à un grand lac où se trouvaient 12 petits bateaux. Et dans chaque bateau était assis un beau prince, qui attendait tous, et chacun en prenait une avec lui. Mais le soldat s'assit près de la plus jeune. De l'autre côté du lac se dressait un splendide château, d'où résonnait la musique joyeuse des trompettes. Elles entrèrent et chaque prince dansa avec la fille qu'il aimait. Le soldat les observant sans être vu. Elles y dansèrent jusqu'à 3 heures du matin. Quand toutes les chaussures furent trouées et qu'elles furent obligées de partir, les princes les ramenèrent à nouveau sur le lac. Et cette fois, le soldat s'assit près de l'aîné. Sur la rive, elles prirent congé de leur prince et promirent de revenir la nuit suivante. Lorsqu'elles atteignirent l'escalier, le soldat courut devant et se coucha dans son lit. Et lorsque les 12 furent remontées lentement, il ronflait déjà si fort qu'elles pouvaient toutes l'entendre. Le lendemain matin, quand l'heure fut venue pour lui de donner sa réponse, il prit les branches et alla voir le roi. La princesse resta derrière la porte et écouta ce qu'il allait dire. Quand le roi posa la question. « Où mes filles ont-elles fait danser leurs chaussures dans la nuit ?»« Dans un château souterrain. » Il lui raconta tout ce qu'il avait vu et lui montra les 3 branches. Le roi fit alors venir ses filles et leur demanda si le soldat avait dit la vérité. Et quand elles virent qu'elles étaient trahies et que le mensonge ne servait à rien, elle fut obligée de tout avouer. Le roi demanda alors laquelle d'entre elles il voulait épouser. Il répondit « Je ne suis plus jeune. Donnez-moi donc la princesse la plus âgée. » Le mariage fut célébré le jour même, et le roi
promit à Maximus qu'il hériterait du royaume après la mort du roi. Puis, ils vécurent heureux pour toujours, sauf le roi, évidemment. Fin. Un mariage pour la princesse. Il y a longtemps, un roi régnait sur le royaume de Yunnan. Son nom était Justine. Il avait une belle fille nommée Stéphanie. Lorsque Stéphanie atteignit l'âge de se marier, il décida d'aborder le sujet avec elle. Stéphanie, tu es mon unique enfant et je t'aime énormément. Maintenant, je crois qu'il est temps de te trouver un époux méritant. Tu as atteint ta majorité. Aimerais-tu partager ton point de vue sur ce sujet? Tu sais que tu peux être sincère avec moi sans la moindre hésitation. Père, je ne veux pas simplement être mariée à une famille royale ou dans une riche famille. Je veux épouser un homme qui puisse m'impressionner, quelqu'un qui puisse me rendre heureuse. Je n'épouserai que l'homme qui me mérite le plus. Tu veux dire un concours où les hommes peuvent prouver leur valeur? Je vais faire une annonce dans le royaume pour l'annoncer. L'homme qui t'impressionnera le plus et te prouvera sa valeur sera ton futur époux. Oui, père, c'est exactement ce que je veux. Un concours où je peux choisir un futur mari qui mérite ma main. J'aimerais voir jusqu'où quelqu'un est prêt à aller pour me prouver sa valeur. Par ordre du roi, une annonce fut été faite dans le royaume. Tout homme qui apporterait un cadeau à la princesse ou réaliserait un exploit qui l'impressionnerait le plus serait déclaré gagnant pour épouser la princesse. Au loin, dans un village du royaume, vivaient deux frères. Tom était le frère aîné et Hans, le plus jeune. Tom se renseigna et découvrit que la princesse était très friande de pommes vertes. Par chance, leur village était le seul du royaume à être réputé pour ses pommes vertes. Tom décida d'offrir des pommes vertes de son verger en cadeau à la princesse. Il informe Hans de son projet. Hans, j'ai découvert que la princesse Stéphanie a un penchant pour les pommes vertes. J'aimerais l'épouser. J'ai donc décidé d'emmener un carrosse rempli de pommes vertes au palais royal. Je suis sûr qu'elle sera impressionnée par mon cadeau et qu'elle me choisira. Tom, ça ne semble pas être une bonne idée. Pourquoi choisirait-elle d'épouser quelqu'un juste parce qu'il lui offre ses pommes préférées? Les pommes sont peut-être une préférence, mais elles ne sont certainement pas une invitation à épouser quelqu'un. Peux-tu penser à quelque chose de mieux? Peut-être quelque chose de plus impressionnant, de plus grandiose? Que sais-tu de ce qu'il faut pour impressionner une fille? Est-ce qu'une fille a déjà pris la peine de te parler? Je suis convaincu que la princesse Stéphanie sera transportée par mon cadeau et choisira de me choisir comme mariée. Tom remplit une calèche de pommes vertes pour impressionner la princesse Stéphanie et se met en route vers le palais. Sur son chemin, il rencontre un vieil homme. Le vieil homme demanda à Tom. Attends, jeune homme. Arrêtez la voiture. Pourriez-vous me déposer un peu plus loin dans votre calèche? Non, je ne peux pas te laisser t'asseoir dans ma voiture. Pourquoi, jeune homme? Qu'est-ce que tu as rempli dans ce carrosse? Mon carrosse est rempli d'ordures. Tu veux t'asseoir sur ces ordures? Ne t'ai-je pas déjà dit non? Tu commences à m'embêter maintenant. Ne me fais pas perdre mon temps. Poussez-vous de mon chemin. Je suis pressé. Ok. Que tout se passe exactement comme tu l'as dit. En arrivant au palais, lorsque Tom regarda le contenu de sa voiture, il trouva des ordures à la place des pommes. Le roi fut furieux contre Tom et l'envoya en prison. Hans, le jeune frère de Tom, était un homme éthique et sincère.
Après quelques jours, lorsque Tom ne fut pas rentré chez lui, Hans s'inquiéta. Cela fait plusieurs jours et Tom n'est pas rentré. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé de grave. Je pense que je devrais aller au palais et découvrir ce qui est arrivé à Tom. Hans partit pour le palais sur son cheval. En chemin, il rencontra le même vieil homme. Hans s'arrêta en le voyant et lui demanda. « Monsieur, sauriez-vous par hasard quelque chose sur mon frère? Je le cherche depuis longtemps. » Oui. Pouvez-vous me décrire votre frère? Je pourrais peut-être alors vous donner des informations. Il y a plusieurs jours, il a emprunté cette même route dans sa voiture. Il a les cheveux longs et une attitude arrogante. Ah, oui, maintenant je me souviens. Un type à la tête brûlée. Il ne savait même pas comment parler poliment. Mais, mon fils, même si je l'ai vu passer par ici, je ne l'ai jamais vu revenir. Je suis toujours assis ici, donc je peux dire ça avec conviction. Cela signifie qu'il est toujours au palais. Il faut que je me dépêche d'y aller. Hans galopa rapidement sur son cheval en direction du palais. Là, il apprit que son frère Tom avait été emprisonné sur ordre du roi. Hans se présenta au roi et se plaignit des mauvais traitements infligés à son frère. Mon roi, mon frère Tom, afin d'impressionner la princesse Stéphanie pour obtenir sa main, est venu dans votre palais avec un chariot rempli de pommes vertes. S'il n'avait pas réussi à l'impressionner, vous auriez dû le congédier et le renvoyer chez lui. Mais, à la place, vous l'avez mis en prison. Est-ce juste, mon roi? Que veux-tu dire, jeune homme? Ton frère Tom n'a pas impressionné ma fille avec des pommes vertes. Son carrosse n'était qu'un étalage de toutes sortes d'immondices. Après avoir vu cela, je ne pouvais qu'être furieux. Est-ce une façon d'impressionner ma fille? Il mérite une punition. Et c'est pourquoi il a été envoyé en prison. Dites-moi, mon roi, est-il possible, même de loin, que quelqu'un dans ce royaume présente des ordures à la princesse? Il y a certainement un malentendu ici. Je m'excuse, au nom de mon frère. Si, pour une raison quelconque, mon frère a heurté vos sentiments ou ceux de la princesse, je m'en excuse. S'il vous plaît, libérez mon frère. Non seulement je libérerai votre frère, mais je vous laisserai également épouser la princesse Stéphanie. Mais d'abord, tu dois me rapporter une plume de griffon. J'accepte la condition. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour sauver mon frère. Le griffon était un oiseau ressemblant au garuda, mais son corps était celui d'un lion. Au Yunnan, il était considéré comme une créature redoutée. Hans partit à la recherche du griffon. Après avoir cherché pendant longtemps, il apprit que la créature vivait dans une grotte qui apparaissait juste après avoir traversé la rivière. De l'autre côté de la rivière, il rencontra un homme. Il informa Hans. Le chemin que tu as pris mène à une créature très dangereuse appelée le griffon. Il vaut mieux ne pas aller par là. Tu pourrais être tué. Hans l'écouta, mais continua son voyage. Il atteignit l'habitat du griffon. Il se cacha dans un coin de la grotte et observa le griffon et ses activités pendant un long moment. Le soir, le griffon déploya ses ailes puissantes et 2 d'entre elles tombèrent au sol. Le griffon mangeait alors ses propres ailes tombées. Un jour, lorsque les plumes tombèrent, Hans jeta une pierre sur le griffon avant qu'il ne puisse les manger. Il se cacha derrière un rocher. Lorsque le griffon se déplaça pour chercher le délinquant, Hans ramassa rapidement la plume tombée et sortit en courant de la grotte. Il atteignit le palais du roi.
Veuillez accepter ceci, mon roi. Je suis allé chercher la plume de cette redoutable créature, le griffon. Maintenant, s'il vous plaît, je vous demande de libérer mon frère. Tu as accompli ce que personne ne pourrait jamais accomplir. Il est certain que tu n'es pas seulement courageux, mais aussi intelligent. Je vais libérer ton frère, et tu seras marié à la princesse Stéphanie. Non seulement Hans retrouva son frère, mais il put également épouser la princesse Stéphanie. Tout arrive à ceux qui n'abandonnent jamais. Fin. La vie d'Alexa en prison. Il y a très longtemps, le roi et la reine d'Angleterre avaient un fils nommé Kevin. Il voulait qu'il épouse une princesse et avait commencé à faire leurs recherches. Mais le destin lui réservait autre chose. Un jour, le roi et la reine décidèrent d'avoir une discussion avec Kevin. « Pourquoi n'acceptes-tu aucune des princesses que nous t'avons proposées? Tu continues à refuser sans donner de raison précise. » Mère, je ne dirai pas oui tant que je ne sentirai pas que cette personne est faite pour moi. Oui, pourquoi pas? Continue jusqu'à ma mort. Tu ne trouveras la bonne princesse qu'après ma mort. Tu sais que ce n'est pas vrai, père. Je n'ai simplement pas encore rencontré celle avec qui je veux passer le reste de ma vie. Quand je l'aurai trouvée, je me marierai sans aucun doute. Un jour, le prince Kevin et ses gardes passèrent par le village voisin en route pour une expédition de chasse. Il remarqua par hasard une pauvre fille nommée Alexa avec ses parents. Alexa portait ses parents malades dans 2 paniers, soutenus par un bâton sur ses épaules. Elle les emmena chez le médecin du village. Kevin l'observa pendant un moment. Le lendemain, lors d'une assemblée de la cour à laquelle tout le monde assistait, un ministre entra en scène. « Ministre, je vous prie de vous renseigner sur cette fille. J'ai décidé de l'épouser. » Vive le roi et la reine et notre prince bien-aimé. Nous avons déjà tout découvert. La fille s'appelle Alexa et elle est l'enfant unique de parents très pauvres. Les parents ne se portent pas bien du tout. Ce que vous avez vu, c'est Alexa emmenant ses parents chez le médecin local. Merci pour cette information, monsieur le ministre. Mère, père, je veux épouser Alexa et personne d'autre. Est-ce que tu as encore toute ta tête, prince Kevin? Elle ne pourra jamais vous égaler. Vous êtes un prince et elle une simple pauvresse. Père, si je me marie un jour, ce sera uniquement avec elle. S'il vous plaît, arrêtez de vous disputer entre vous. Mon roi, il est notre seul fils et héritier. Laissez-le réaliser le désir de son cœur. Le lendemain, la reine et le prince Kevin arrivèrent à la maison d'Alexa avec une proposition de mariage. Ils présentèrent leur proposition à la famille. Les parents d'Alexa étaient choqués et réticents à cause de l'énorme fossé entre les classes sociales, mais ils finissaient par accepter. « Si j'accepte ce mariage, qui s'occupera de mes parents quand je ne serai plus là ?» Alexa, ne t'inquiète pas. Il sera de ma responsabilité de veiller à leur bien-être. Ils ne subiront jamais aucune sorte de souffrance, même après notre mariage. La reine croisa les mains et demanda aux parents d'Alexa. « Peut-on supposer que vous acceptez cette proposition ?» Les parents d'Alexa joignèrent également leurs mains et inclinèrent la tête. « Nous n'aurions pas pu demander mieux. Notre fille a une chance incroyable. Tout se passera comme tu le souhaites. » Le prince Kevin et Alexa eurent un mariage royal. La sage-femme royale fit partie des invités. En voyant Alexa, elle fit une prédiction. « Vive le roi et la reine! Ça me brise le cœur de dire ça, mais je dois le faire. Alexa causera la mort du prince Kevin. » En entendant cela, la reine se mit à sangloter et dit « Qu'est-ce que tu dis? S'il te plaît, retire ces paroles sinistres. S'il te plaît, dis que ce n'est pas vrai. » Maintenant, voyez-vous combien le choix du prince est grand? Il a invité sa mort au palais et maintenant il est épousé. Je ne crois pas à tout ce charabia. Mère, j'ai fait un vœu à Alexa, jusqu'à ce que la mort nous sépare. S'il vous plaît, ne soyez pas imprudent, mon prince. Mes prédictions se sont toujours réalisées. Soyez prudent. Après une longue et fastidieuse discussion, Kevin accepta de garder Alexa emprisonnée dans un cottage situé dans un domaine royal. Il pensa que de cette façon, il pourrait toujours garder un œil sur elle. Mais un jour... « Au secours! Au secours! Quelqu'un! Sauvez-moi de ce serpent !» Kevin entendit ces cris et se précipita hors du palais pour la sauver. « Mon cher Seigneur, suis-je à ce point lié par ma promesse que je ne peux même pas protéger ma propre femme du mal ?» Alexa regarda le serpent et trembla de peur. « N'aie pas peur, je ne te ferai aucun mal.
J'ai juste besoin d'un peu d'espace dans ta maison. Fais-moi confiance, je ne te ferai aucun mal. Très bien. Si c'est le cas, vous pouvez rester ici. Je vis seule depuis un certain temps de toute façon. Alexa et le serpent commencèrent à vivre ensemble en harmonie. Alexa s'occupa du serpent tous les jours et lui donna de la nourriture. Un jour, à l'occasion du festival du serpent, Alexa prit le serpent et lui demanda en retour une vie longue et saine pour son mari. Alexa, tu es si naïve. Tu pries pour un mari qui ne se soucie même pas de toi. Non, ce n'est pas vrai du tout. S'il ne se souciait pas de moi, il ne me garderait pas si près de lui. Bénis-moi, s'il te plaît, pour que je puisse toujours l'avoir comme mari. Les jours passèrent jusqu'au jour où une épidémie se déclara dans le royaume. Tout le monde avait été touché par la maladie, y compris le roi, la reine et Kevin. Alexa fut heureusement épargnée. Quand elle apprit qu'ils furent alités, elle fut remplie de tristesse. Je dois aller au palais pour m'occuper de ma famille. Alexa, as-tu oublié ta promesse? Je me souviens de la promesse, mais je ne peux pas oublier où est mon devoir. Ils ont besoin de moi aujourd'hui. Il n'y a pas de personnel pour s'occuper d'eux au palais. J'ai foi en mon Dieu. Il ne me fera jamais perdre la face. Ne craignant pas les conséquences de l'épidémie, Alexa se rendit au palais et commença à soigner le roi, la reine et Kevin. Ils se rétablissèrent et le roi et la reine eurent des remords sur leur comportement passé. Ils discutèrent entre eux. Nous avons commis un péché en ne reconnaissant pas sa véritable nature altruiste. Le roi et la reine réalisèrent leur folie. Ils demandèrent son pardon. « Pardonne-nous, mon enfant. Nous avions été aveuglés par l'amour que nous avions pour notre fils. »« Non, mère, oublions le passé. Vous n'avez pas besoin de vous excuser. » Le serpent s'approcha d'eux et, sous leurs yeux, il grossit considérablement. Tout le monde le regardait avec peur. Le serpent parla. « Maintenant, regardez sa réaction face à l'avilissement que vous lui infligez. Sans elle, aucun de vous n'aurait échappé à la mort. Il est encore temps de tourner une nouvelle page. » Après avoir dit cela, le serpent disparut. Alors, quelle est la morale de cette histoire? Que le destin peut être renversé par les bonnes actions que nous accomplissons. Fin. Le chat magique. Il était une fois une reine qui avait un magnifique chat magique nommé Kisa, qu'elle aimait beaucoup. Un jour, la reine dit « Oh Minou, tu es plus heureux que moi, car tu as des parents, mais je n'ai personne à qui parler. »« Ne pleure pas, je vais voir ce qu'on peut faire. » Kisa tint parole. Dès qu'elle revint de la forêt pour consulter une fée qui y vivait, la reine eut une petite fille. La reine était ravie, et bientôt, le bébé commença à remarquer le chat en sautant dans la chambre et ne s'endormait pas du tout si le chat n'était pas couché à côté de lui. Un soir, lorsque la nourrice vint chercher le chat pour le mettre dans le lit du bébé, il était introuvable. On se mit à la recherche du chat, mais cela ne servit à rien. Le chat s'était enfui et personne ne pouvait dire où il était allé. Les années passèrent et un jour, alors que la princesse était une jeune fille et qu'elle jouait à la balle dans le jardin, elle lança sa balle plus loin que d'habitude et elle tomba dans un buisson. La princesse courut après et elle s'arrêta devant l'herbe longue, puis elle entendit une voix. « Inkiborg, Inkiborg, tu m'as oublié? Je suis Kisa, ta sœur. Mais je n'ai jamais eu de sœur. Ne te souviens-tu pas que je dormais toujours à côté de toi dans ton bureau? Pourquoi es-tu partie alors? » Mais avant que Kisa ait pu répondre, les assistants d'Ingebjörg arrivèrent essoufflés sur les lieux, et Kisa retourna dans la forêt. La princesse, très vexée par ses serviteurs, raconta tout à la reine. « Oui, c'est bien vrai ce que Kisa a dit. J'aurais aimé la revoir.
Le lendemain matin, il faisait très chaud et la princesse déclara qu'elle devait aller dans la forêt où il faisait frais grâce à de grands arbres ombragés. Comme d'habitude, ses préposés l'accompagnaient aussi. Et alors qu'ils étaient assis au bord du ruisseau, ils s'endormirent. La princesse s'en aperçut et elle continua à marcher, s'attendant à voir des fées ou des petits elfes bruns. Mais à la place, elle rencontra un horrible géant. Oh! Je cherchais un serviteur et je t'ai trouvé. Maintenant, si tu ne veux pas mourir, viens, suis-moi. La princesse eut très peur. Mais comme il ne servait à rien de désobéir au géant, elle marcha tranquillement derrière. Ils firent un long chemin et Ingiborg se sentit épuisée et se mit à pleurer. Puis, se retournant, le géant dit: Je n'aime pas les serviteurs qui font des bruits désagréables. Si tu veux pleurer, je vais te donner une raison de pleurer. Il tira une hache de sa ceinture, coupa le précieux bracelet de cheville de ses pieds, entièrement en or et garni de pierres précieuses, et le mit dans sa poche. Puis, il s'en alla en la laissant seule. La pauvre Ingiborg était assise sur l'herbe. Le soleil était encore haut dans les cieux, quand elle entendit le bruit des roues. « Aidez-moi, s'il vous plaît. J'arrive !» En un instant, un chariot se fraya un chemin à travers les arbres, conduit par Kisa, qui se servait de sa queue comme d'un fouet. Kisa aperçut Ingiborg assise là. Elle sauta à terre et ramena Ingiborg dans sa petite cabane. Lorsqu'elles arrivèrent enfin, Ingiborg était épuisée. Elle but un peu de lait et se laissa tomber sur les coussins. « Tu peux aller dormir maintenant. Je reviendrai tout à l'heure. » Puis, Kisa monta dans la charrette et se dirigea directement vers la grotte du géant. Laissant le chariot derrière quelques arbres, Kisa se faufila doucement jusqu'à la porte ouverte et écouta ce que le géant marmonnait pendant qu'il mangeait son repas. Ha 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 ha! Maintenant, cette princesse idiote va apprendre à ne pas pleurer sans raison. Et il était tellement occupé à traiter Ingiborg de toutes sortes de noms pour son mauvais comportement qu'il ne remarqua pas que Kisa était en train de vider son sac entier de sel dans son grand bol de soupe. Et d'une grande gorgée, il but la soupe et pleura. « Oh! Oh! Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce devenu si salé? Si je n'ai pas d'eau, je vais mourir !» En se précipitant hors de la grotte, il courut vers la rivière. Alors, Kisa entra dans la cabane, trouva le bracelet de cheville d'Ingiborg et, le mettant dans sa charrette, repartit. Ingiborg lui en fut reconnaissante. Kisa arriva, tenant dans ses mains le précieux bracelet de cheville de la princesse. « Oh, merci Kisa. Ce bracelet de cheville m'est très cher et tu l'as trouvé. Je te remercie beaucoup. Demain, je te ramènerai chez toi. » Et c'est ce qu'elle fit. Et quand Kisa conduisit le chariot jusqu'à la porte du palais, et que le roi et la reine virent leur fille perdue assise à côté d'elle, ils demandèrent à Kisa ce qu'elle souhaitait comme récompense. « Nous en reparlerons plus tard. » Elle fit sa plus belle référence et fit demi-tour. La princesse était très malheureuse quand Kisa la quitta. Elle ne voulait ni manger, ni boire. « Si cela continue, notre fille va mourir. » Y a-t-il quelque chose que nous n'avons pas essayé? Nous n'avons pas essayé le mariage. Essayons de la marier à quelqu'un, ça lui remontera peut-être le moral. Et si on prenait juste un autre chat? Non, 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 le mariage, fais-moi confiance. Et bientôt, le roi invita tous les princes des royaumes voisins et fit choisir à la princesse un mari parmi eux. Finalement, elle choisit un jeune prince. Le roi et la reine furent très heureux et ils donnèrent l'ordre de préparer un splendide festin. Quand le mariage fut terminé, Kisa apparut soudainement. « Je suis venue réclamer ma récompense. Laissez-moi dormir pour cette nuit au pied du lit de la princesse. » Et c'est tout? C'est suffisant. Et quand le matin se leva, ce n'était pas un chat qui était couché au pied du lit de la princesse, mais une autre belle princesse. J'étais enchantée par une fée malveillante. Je ne pouvais pas me libérer avant d'avoir fait une bonne action. Alors, ils furent tous plus ravis les uns que les autres.
Et la princesse Kisa épousa aussi un autre prince et s'en alla gouverner un de ses royaumes. Fin. La bouteille magique. Abou était un pêcheur. Il vivait près de la plage et pêchait depuis aussi longtemps qu'il s'en souvienne. Dans sa jeunesse, il restait en mer toute la nuit. Le matin, il revenait avec une grosse prise de poissons frais qu'il vendait au marché local. Aujourd'hui, Abou a presque 80 ans et il est trop vieux pour aller en mer dans son bateau. Au lieu de cela, il lançait son filet depuis le rivage, 4 fois par jour. Il mangeait une partie du poisson et le reste, il le vendait pour un peu d'argent. Un jour, il partit en mer le matin. Il lança son filet sur l'eau. Au bout d'un moment, il sentit quelque chose de lourd coincé dans le filet. Il tira et tira et tira. Il lui fallut toute sa force pour remonter son filet sur le rivage et il trouva un âne mort empêtré dans le filet. Oh non! Il pleura. Tous ces efforts pour un âne mort! Que vais-je faire? Que vais-je manger? Il pensa donc au vieux roi Salomon, un ancien roi connu pour sa sagesse. Et le vieil homme jeta une fois de plus son filet dans l'eau. Et bientôt, il put dire qu'il avait pêché quelque chose. Cette fois, le filet était encore plus lourd. Avec toute sa force, Abou remonta lentement le filet jusqu'au rivage. Et à l'intérieur, il y avait un tonneau plein de sable. Oh non! Il pleura de nouveau. Tous ces efforts pour un baril de sable! Que vais-je faire? Que vais-je manger? Il réfléchit à nouveau à la grande sagesse du roi Salomon et décida de persévérer. Abou jeta son filet dans l'eau une 3e fois. Cette fois, quelque chose d'encore plus lourd s'est retrouvé coincé dans le filet. Il faisait un bruit de cliquetis comme si des casseroles et des poêles se heurtaient les unes aux autres. Et devinez ce que c'était? Un tas de vieux pots et de casseroles. Elles étaient toutes rouillées et inutiles. Alors Abou regarda le ciel et pleura. Argue! Pourquoi est-ce que je mérite cela? Je n'ai la force de jeter mon filet que 4 fois par jour. Et je l'ai déjà fait 3 fois. Si je n'attrape pas de poisson la 4e fois, je vais sûrement mourir de faim aujourd'hui. Pourquoi dois-je capturer tout ce bazar? Avec cette prière sur les lèvres, Abou lança le filet une dernière fois. Cette fois, quelque chose d'encore plus lourd fut pris au piège dans le filet. Abou dut patauger profondément dans l'eau pour retirer le filet. Il vit que c'était une bouteille en laiton. Cette fois-ci, Abou était heureux. Même s'il n'avait pas attrapé de poisson, la bouteille en laiton semblait solide. Peut-être pourrait-il la vendre pour des pièces d'or et acheter assez de nourriture pour le mois suivant. Mais il vit que la bouteille était scellée au plomb. Et en regardant de près, Abou réalisa que le seau n'était autre que celui du roi Salomon. Il fut alors très curieux de savoir ce qu'il y avait à l'intérieur de la bouteille. Il ouvrit le bouchon avec un couteau. Dès qu'il l'ouvrit, une énorme créature magique sortit de la bouteille. Elle s'était lancée à 30 mètres dans le ciel avec un énorme rugissement. Abou eut tellement peur qu'il cria de peur. La créature remarqua Abou et se réduisit à seulement 3 mètres, afin qu'il puisse parler avec Abou. Pêcheur, m'as-tu libéré? Il tonna. Moi? Oui, oui, créature magique. Je m'appelle Abou. Abou? Un beau nom. Dit la créature avec un sourire. J'ai été piégé dans cette bouteille pendant longtemps. Merci, pêcheur Abou. Maintenant, dis-moi comment aimerais-tu mourir? Mourir? Mais, monsieur, je vous ai libéré. Pourquoi voudriez-vous me tuer? J'ai été piégé dans cette bouteille par le roi Salomon, pêcheur Abou. Mais Salomon a régné sur cette terre il y a près de 2000 ans. Oui, il y a 1800 ans pour être précis. Je me suis rebellé contre lui. Salomon m'a vaincu et m'a piégé dans cette bouteille.
Il a ensuite fait jeter la bouteille à la mer. J'ai regretté mon erreur depuis lors. Mais cela signifie que je vous ai libéré de prison. Pourquoi voulez-vous me tuer? Pendant 1000 ans, j'ai souhaité que quelqu'un me libère. J'ai promis que je donnerais à cette personne assez de richesse pour toute sa vie. Mais personne n'est venu. Puis, en colère, j'ai promis de tuer l'homme qui me libérerait. Mais j'ai permis à cet homme de choisir la façon dont il allait mourir. Alors, comment veux-tu mourir, pêcheur Abou? Abou repensa à la sagesse du roi Salomon. Puis une idée géniale lui vint. Monsieur, vous prétendez que Salomon vous a piégé dans cette bouteille. Mais je ne vous crois pas. Quoi? Cria la créature, et sa voix s'éleva comme une centaine de tonnerres. Vous êtes si grand, vos mains sont comme un tronc d'arbre. Il est impossible que vous ayez pu rentrer dans cette petite bouteille. Je me fiche de mourir, mais je ne veux pas être tué par un menteur. Pêcheur minable! Je suis peut-être mauvais et méchant, et je fais des promesses stupides, mais je n'ai jamais menti de ma vie. Alors, prouvez-le, dit Abou. La créature se mit à balancer ses mains. Elle se transforma en fumée et entra lentement, petit à petit, dans la bouteille. Et de l'intérieur, elle cria. Regarde! Je peux rentrer dans la bouteille. Abou ramassa rapidement le bouchon de plomb et emprisonna à nouveau la créature à l'intérieur de la bouteille. La créature fit de son mieux pour en sortir, mais il ne put briser le seau. Puis la créature rugit violemment. Mais il se calma et dit en douce. Vous m'avez piégé. J'abandonne. Tu es trop mauvais pour moi, Abou. Maintenant, je souhaite sortir de cette jarre et je m'engage à redonner de la jeunesse à l'homme qui me libérera. C'est une bonne affaire, non? Maintenant, libère-moi, Abou. Ta récompense t'attend. Abou écouta calmement et avec un sourire rusé, il dit. Vous me prenez pour un idiot? J'ai vécu ma vie au maximum. Et je n'ai pas besoin de plus que cela. Je suis peut-être vieux, mais pas assez idiot pour vous libérer à nouveau. Maintenant, au revoir. Bye. Non, attendez. Laissez-moi vous proposer un autre marché. Abou rejeta la bouteille à la mer et fut reconnaissant que sa vie ait été sauvée. La fin. Le pain d'or. Il était une fois, dans un petit village, une femme du nom de Marie qui avait une fille unique, Rosie. Marie était extrêmement humble et douce. Rosie, par contre, était tout le contraire. Elle était belle au-delà des mots. Elle s'aimait beaucoup. « Rosie, tu veux bien m'aider à planter ces graines? Pourquoi je ferais ça? Et si mes doigts se salissent? Et si j'en avais sur le visage ?» Voilà le problème avec Rosie. Elle a eu beaucoup de demandes en mariage, mais elle les a toutes rejetées. « Pourquoi as-tu renvoyé ces hommes hier? »« Tu n'es pas sérieuse, maman. L'un d'eux avait de si petits yeux, presque comme un oiseau, et l'autre avait un énorme nez. Je ne voudrais pas être près de lui quand il éternue. Oh, et le dernier, arrête. Non, ma chérie, tu dois savoir que la beauté n'est pas tout. Mère, je mérite quelqu'un qui soit un prince ou un chevalier. » Une nuit, alors qu'elle dormait, sa mère l'observait. Au même moment, Rosie sourit dans son sommeil. Sa mère fut extrêmement surprise. Comme c'est gentil. Elle doit faire un rêve vraiment drôle. Le lendemain matin, Rosie se réveilla souriante et heureuse. « Chérie, dis-moi, de quoi as-tu rêvé la nuit dernière? »« Bien, maman, le sais-tu? Il y avait ce prince qui voulait m'épouser. Il était venu dans un carrosse doré et il était habillé d'or de haut en bas. » Quel rêve idiot! C'était un rêve très étrange. « Maman, il y avait du pain en or !» La mère s'inquiétait pour sa fille. Un jour, deux de ses amis, Billy et John, vinrent rendre visite à Marie.
Ils avaient un secret. Ils étaient des êtres magiques. Marie n'en savait rien. Oh John, oh Belly, cela fait très longtemps que je ne vous ai pas vus tous les deux. Comment allez-vous? J'irais mieux si ma fille Rosie était un peu plus compréhensive. Marie expliqua à Belly et John le comportement de Rosie et combien elle était inquiète pour elle. Elle veut manger du pain en or. Qu'est-ce que je vais faire d'elle? Eh bien, peut-être que si son rêve devient réalité... ce serait merveilleux, n'est-ce pas? Eh bien, peu importe. Je suppose qu'avec le temps, elle apprendra à grandir. Parlons d'autre chose maintenant. Plus tard, Belly et John s'en allèrent, en se souriant secrètement l'un à l'autre. Ce soir-là, la mère et la fille se préparèrent à aller au lit. « Mère, j'espère que mon rêve se réalisera. » Oh, Rosie. Le lendemain, alors que Rosie et sa mère se rendirent dans leur jardin, un magnifique carrosse doré s'approcha d'elle. Il était constellé de pierres précieuses et de diamants, et était magnifique. Lorsqu'il s'arrêta, un bel homme en sortit, puis regarda Rosie. Elle tomba amoureuse de ce bel homme. « Maman, mon rêve devient réalité. » Quoi? Bonjour, je suis venu ici pour vous demander la main de Rosie. Mais comment connaissez-vous son nom? Et qui êtes-vous? Je suis Johnson, l'ange de la bonne fortune. Le nom et la beauté de votre fille sont connus dans le monde entier. Oh là là, je serais ravie de vous épouser. Quoi? Mais tu le connais à peine. Tu ne peux pas partir avec lui. Oh, quelle bêtise. Il est riche et beau. Qu'est-ce que je pourrais vouloir de plus? Jackson, j'accepte votre proposition. Et sur ce, elle monta dans son carrosse et sans même dire au revoir à sa mère, partit avec l'ange. Alors qu'il voyageait, le carrosse entra soudainement dans un portail magique. Là, il traversa une mer déchaînée. Le carrosse se heurta et Rosie eut peur. Ne t'inquiète pas, ma chère. Tout ceci sera bientôt terminé. Au moment où il dit cela, le carrosse franchit un autre portail et arriva dans l'allée d'un immense et magnifique château doré. Rosie était émerveillée par toute la beauté qu'elle voyait. Je savais que je méritais tant de richesses. Je savais que ça te plairait. Tout ce que tu veux, tu le trouveras ici. De la plus belle des robes à la plus savoureuse des nourritures. Tout cela dans mon palais. Eh bien, en parlant de nourriture, j'ai vraiment faim après ce tour de manège. Je suis affamée. Puis-je avoir de cette savoureuse nourriture? Oui, bien sûr. Voilà, je te présente Bélissa. Elle t'apportera tout ce que tu veux. Salut Rosie, j'ai tellement entendu parler de toi. Tu as faim? Viens, je vais te chercher à manger. Oh, merci! Ils entrèrent dans la salle à manger, et là, sur la table, se trouvait la nourriture la plus étonnante que Rosie n'ait jamais vue. La nourriture est incroyable! Le pain doré, comme c'est bon! Cette confiture sera très belle et aura un goût délicieux avec le pain. Elle prit une tranche avec la confiture de rubis dessus et prit une énorme bouchée. C'est dur! Je ne peux pas manger ça. Eh bien, c'est du pain en or. Mais si tu ne peux pas le manger, est-ce que je dois te donner du pain d'argent à la place? Mais je veux du pain normal. Le pain que je peux manger comme chez moi. Tu n'en as pas? Pas du tout. Tu dois manger de l'or. Rosie regardait la nourriture, mais elle avait le cœur brisé, car tout ce qu'il y avait était immangeable. Elle se mit à pleurer. Oh, laissez-moi partir. Je ne veux rien de tout cela. Mais la nourriture est vraiment bonne. Tiens, je vais goûter des pommes de terre dorées. Elles sont très bonnes. Et après, tu te marieras avec moi. Et tu devras manger tout ça. Non, je ne veux pas me marier avec toi. Je veux rentrer chez ma mère. Laisse-moi rentrer chez moi. Bélissa et Johnson se regardèrent et se firent un clin d'œil. Eh bien, si c'est vraiment ce que tu veux, alors je vais te ramener chez toi. Johnson ramena Rosie chez elle. Dans la voiture, elle commença à réfléchir profondément au choix qu'elle avait fait. Quand elle arriva chez elle, elle courut embrasser sa mère. « Maman, je suis de retour !»« Rosie? Oh, je pensais ne jamais te revoir. »« Oh, maman, je t'aime tellement. Et tu avais raison,
Elle raconta tout à sa mère sur ce qui s'était passé. « Je suis vraiment désolée de la façon dont j'ai agi, maman. »« Oh, ma chérie, ce n'est pas grave. Tu savais que tu faisais des erreurs. Viens, on va manger. » Depuis ce jour, Rosie changea ses habitudes et, lentement, elle commença à devenir plus gentille. Fin. La princesse Rose et l'oiseau d'or. De nombreuses années auparavant, dans un royaume très très lointain, vivait une belle princesse. Elle avait de longs cheveux roux et aimait tellement les roses que tout le monde l'appelait Princesse Rose. Chaque soir, après le crépuscule, la princesse Rose sortait sur le balcon et frappait dans ses mains. Un oiseau doré sortait de nulle part et atterrissait sur son épaule. Et comme par magie, les cheveux de la princesse se mettaient à briller, brillant d'une lumière rouge éclatante. Lorsque l'oiseau se mettrait à chanter un air enchanteur, Princesse Rose se joindrait à lui pour chanter, et tout le monde dans le royaume s'endormirait de doux rêves jusqu'à l'aube. Cela continua chaque nuit pendant plusieurs années. Au coucher du soleil, la princesse Rose et le petit oiseau doré chantaient leur belle berceuse, de sorte que tout le monde s'endormait et faisait de beaux rêves jusqu'à l'aube. Jusqu'au jour où une chose terrible se produisit. Une vieille sorcière malfaisante apprit l'existence de la princesse Rose et décida de la maudire. Abou Nabi Basket, déclare à mince que la couleur de la rose s'estompe. Et les cheveux de la princesse Rose devinrent instantanément aussi noirs que du goudron. Princesse Rose ignorait pourquoi ses cheveux noircissaient. Mais comme toujours, elle sortit sur son balcon et frappa dans ses mains. Cette fois-ci, quand l'oiseau d'or atterrit, les cheveux de Rose brillèrent de noir au lieu de rouge. L'oiseau entonna sa mélodie enchanteresse et Princesse Rose chanta sa berceuse. Mais tandis que tout le royaume s'endormait, ils firent seulement des cauchemars et des mauvais rêves. Et le jour suivant, la triste princesse demanda à l'oiseau. « Dis-moi, oiseau d'or, comment puis-je rendre les rêves de mon peuple si doux à nouveau jusqu'à l'aube ?»« Cheveux noirs dans l'eau de rose. » L'oiseau répondit en gazouillant. La princesse trouva ce conseil étrange, mais elle le suivit quand même, car, après tout, c'était un oiseau parlant, magique. Elle remplit une bassine d'eau et saupoudra des pétales de rose à sa surface. Puis, elle plongea ses cheveux dans l'eau de rose et ils redevinrent instantanément rouges. Ce soir-là, lorsque l'oiseau se percha sur son épaule, la lueur rougeoyante de ses cheveux illumina à nouveau le ciel nocturne. La princesse chanta sa berceuse et tout le monde dans le royaume s'endormit et fit de beaux rêves jusqu'à l'aube. La méchante sorcière, en colère que son sort ait été brisé, elle décida alors de jeter à nouveau son mauvais sort. Abou Nabi Basket, déclare à mince que la couleur de la rose s'estompe. Et les cheveux de la princesse redevinrent noirs comme du goudron. Seulement cette fois, la sorcière s'envola rapidement sur son balai volant et déroba toutes les fleurs de rose de tout le royaume. Voyons si tu pourras briser mon sort maintenant. Elle ricanait, remplie de rage. Une fois de plus, la princesse attristée demanda à l'oiseau. « Dis-moi, oiseau d'or, comment puis-je faire en sorte que les rêves de mon peuple redeviennent doux jusqu'à l'aube ?»« Cheveux noirs dans l'eau de rose. » L'oiseau gazouilla. « Mais où trouver une rose ?»« Cheveux noirs dans l'eau de rose. » L'oiseau gazouilla et prit son envol. La princesse ne sut que faire. Elle fut si inquiète que ses yeux se remplirent de larmes. Et une de ses larmes tomba sur le sol sous son balcon. À ce moment précis, un jeune et beau prince se trouvait sous le balcon. Il sortit une petite boîte et en retira une chevelure rousse. Il se pencha et plaça le cheveu sur la larme de la princesse. Et là, un miracle se produit. Soudain, le cheveu roux se transforma en une rose rouge. Le prince prit la rose et la porta à la princesse.
En voyant la rose, elle essuya immédiatement ses larmes et en arracha les pétales pour les ajouter à l'eau du bassin. Elle plongea ensuite ses cheveux dedans et brisa le sort. Tous furent stupéfaits et le roi demanda au prince: « Jeune homme, où avez-vous trouvé ces cheveux roux ?» Lorsque la princesse et moi étions enfants, j'ai pris un brin de sa chevelure en guise de signe de ma loyauté envers elle. Et il en fit tout autant pour moi en m'arrachant un brin de mes propres cheveux. « C'est vrai, père !» La princesse le confirma et sortit une petite boîte. Elle l'ouvrit et en sortit un brin de la chevelure du prince qui y était contenu. Cette nouvelle réjouit tout le monde. Le prince et la princesse Rose savaient qu'ils devraient se marier un jour. Ainsi, avec tous les cheveux de la bonne couleur, il lui demanda de l'épouser ce même jour. La sorcière apprit que sa malédiction avait de nouveau été brisée. Elle apprit que ses mauvaises intentions avaient conduit à une chose merveilleuse et si bonne que son mauvais cœur se remplit de colère au point d'exploser en 1000 petits morceaux. La rose née de la larme de la princesse grandit et grandit davantage, et le royaume fut à nouveau rempli de roses. Voilà pourquoi les roses sont si rouges, tout comme les cheveux roux de la princesse Rose. Tous les soirs, le prince et sa princesse se retrouvaient sur le balcon, rencontraient l'oiseau d'or et chantaient une berceuse pour que tout le monde s'endorme et fasse de beaux rêves jusqu'à l'aube. La fin. Le visage magique. Il était une fois, dans un petit village, un paysan qui vivait avec ses 2 femmes. Sa première épouse devint laide avec l'âge, et il épousa donc une autre belle femme. Sa première femme s'appelait Stella, et la seconde, Bella. Leur vie se déroulait relativement bien, aussi normalement qu'on puisse la considérer pour un couple polygame. Bref, des années et des années ont passé. Puis vint le jour où Bella devint très fière de sa beauté et commença à se comporter de manière grossière, arrogante et mesquine envers Stella. « Qui a touché ma trousse de maquillage? Que s'est-il passé, ma sœur? Je l'ai utilisée hier. Si ça ne te plaît pas, je l'utiliserai plus à partir de maintenant. »« Ouah, je pensais que tu étais une mendiante, mais tu es aussi une voleuse !» 2 larmes coulaient sur les joues de Stella. « Pourquoi tu me taquines, Bella? Je ne suis pas une mendiante, et je suis plus âgée que toi. Comment peux-tu me dire une chose pareille ?» Bella était en colère et répondit: « Qu'est-ce que tu dis? Comment puis-je le faire? Maintenant, tu verras ce que je suis capable de faire. » Puis, une Stella, Stella, qu'est-ce que tu fais? Tu m'as appelé? Oups, pas toi, je veux dire Bella. Les 2 noms se ressemblent et la plupart du temps, je m'y perds. Stella eut de la peine et dit: « Bella est en train de se maquiller dans sa chambre. Dis-moi que faire pour toi, je le ferai. » Oh, waouh! J'ai été retardée quelque temps et tu as commencé à dire de mal de moi? Non, Bella, je ne disais rien de mal sur toi. C'est vrai? J'ai eu à laisser mon travail incomplet et j'étais occupée à me maquiller. Ce n'est pas de la médisance? Non, Bella, tu as dû mal entendre quelque chose. Ah oui? Suis-je bête de ne pas avoir compris? Arrêtez de vous quereller entre vous. Stella, sers le dîner. Stella se dirigea vers la cuisine. Oh Bella, mon adorable et magnifique épouse, pourquoi te disputes-tu avec elle? Ignore juste ce visage hideux. Maintenant, écoute bien. Demain matin, je vais au village le plus proche pour travailler. Je serai de retour le soir. Assure-toi qu'à mon départ, je ne verrai pas le visage hideux de Stella. Tu dois l'occuper avec du travail. Je vais aussi visiter la foire là-bas. Dis-moi ce que tu veux. Oh, n'oublie pas d'acheter des bijoux en or pour moi. Stella vint aussi. Alors, son mari se retourna vers elle et lui demanda d'un air contrarié. « Et toi, que veux-tu » ? Rien. Juste que tu rentres plus tôt à la maison.
Ta sécurité est plus importante pour moi. » En entendant cela, Bella se mit en colère et lui dit « Oh, toi, bonne à rien! Arrête de te mêler des affaires des autres. Fais ton travail correctement. Je veux que tout le travail soit fait avant le soir. » Oui, Bella. Stella se sentit gênée et elle partit faire son travail. Tout en travaillant, elle se dit « Il vaut mieux que je quitte cette maison le plus tôt possible. » Alors, plus personne ne se soucie de moi. Alors pourquoi devrais-je rester ici? Mais où devrais-je aller? Je n'ai personne d'autre que mon mari dans ce monde. Mais je me sens étouffée ici. Je devrais aller dans les bois et y passer le reste de ma vie. Au moins, après cela, personne ne sera embêté par moi. Et personne ne me critiquera là-bas non plus. La même nuit, Stella quitta la maison et se dirigea vers le bois. Elle marcha jusqu'au lever du soleil. Puis, dans une forêt profonde, elle vit un vieil arbre. Autour de l'arbre, elle vit un tas de vieilles feuilles et elle dit « Oh, tant de saleté autour de cet arbre. Je devrais la nettoyer pour que cet arbre puisse respirer clairement. » Et elle nettoya rapidement. « Qui es-tu, mon enfant? » ?»« Je suis Stella. J'ai quitté la maison de mon mari. » »« Tout va bien, mon enfant. Tu devrais aller par là et peut-être que ta misère prendra fin. » Elle continua donc son chemin et vit un bananier très courbé à cause du poids de ses fruits. « Oh, cet arbre a besoin de soutien. Comment puis-je l'aider? Oui, je devrais utiliser des bâtons pour le soutenir. » Et c'est ce qu'elle fit. « Oh là là, merci mon enfant. Tu devrais aller par là et tu trouveras un lac magique. Il suffit d'y plonger une fois et tu seras récompensé. » Merci, arbre. Elle continua donc son chemin et bientôt, elle vit le lac magique. Et dès qu'elle y plongea et nagea jusqu'à la rive, elle se transforma en une jeune et belle jeune fille. Elle était heureuse et reconnaissante et elle retourna au bananier. « Tu es gentil et bien éduqué. C'est pourquoi tu mérites ceci. Casse une de mes branches et chaque fois que tu auras faim, cette branche te donnera toute la nourriture délicieuse que tu désires. Maintenant, retourne chez toi et vis heureuse. » Merci, arbre. Et dès qu'elle passa devant le vieil arbre, il l'arrêta en disant « Mon enfant, tu es une personne au grand cœur et tu mérites ce pot magique. Prends-le et chaque fois que tu mettras ta main dedans et que tu le désireras, des bijoux précieux et de beaux vêtements en sortiront. Maintenant, retourne chez toi et vis pleinement ta vie. » Bientôt, Stella rentra bientôt à la maison et dès que Bella l'aperçut, elle dit « Où as-tu trouvé tout cela? Et comment es-tu devenue jeune et belle ?» Stella lui raconta l'aventure et dit « Alors, ma sœur, voilà toute l'histoire et désormais cela nous appartient. Viens, prends ce que tu veux. Je ne suis pas une mendiante comme toi. Maintenant, je vais aller par moi-même et gagner cela moi-même. » Elle s'enfonça donc dans la forêt et vit bientôt ce vieil arbre, mais ne s'arrêta pas là et continua tout droit vers le bananier et trouva bientôt l'arbre courbé. « Hé, toi, où est le lac magique? Je vais te le dire, mais d'abord, aide-moi s'il te plaît. Je vais me casser si tu ne m'aides pas. » « Ce n'est pas mon problème. Dis-moi où se trouve ce lac magique ou je te briserai moi-même. » Et ainsi, elle continua vers le chemin donné et trouva le lac magique et s'y plongea. Et elle devint plus belle qu'avant. Mais ensuite, elle devint avide et se dit « Si un plongeon me rend aussi belle, que se passera-t-il si j'en prends un autre ?» Elle replongea donc à nouveau dans l'eau. Et cette fois, elle devint laide comme personne d'autre. Et, de peur d'être vue ainsi,
elle replongea à plusieurs reprises. Chaque fois, elle devenait plus laide et plus vieille qu'avant. Et bientôt, elle paraissait avoir au moins 100 ans. Et elle mourut par noyade. Puis, une fois que le mari revint, il vit Stella et vit que Bella n'était plus là. Il fut très heureux qu'elle soit partie. Et ils vécurent heureux pour toujours. Fin. Le cheval magique. Il était une fois en Perse, au palais royal, tous les artistes, artisans et étrangers du royaume présentaient leur savoir-faire au roi. Lorsque le roi était satisfait, il leur offrait un beau cadeau. Un jour, un voyageur vint devant le roi et lui présenta un cheval artificiel. « Votre Majesté, jamais une telle chose n'a été vue, aussi merveilleuse que celle-ci. » Mais tout fabricant de jouets peut fabriquer un cheval en jouet. Ce n'est pas un jouet, Votre Majesté. Sur son dos, je peux voyager dans les airs avec la plus grande aisance. Jusqu'à la partie la plus éloignée de la Terre en très peu de temps. L'homme fit la démonstration des compétences de son cheval mécanique. Le roi fut stupéfait et demanda à acheter le cheval. « Votre Majesté, je ne pourrais pas vendre un cheval d'une telle valeur pour de l'argent. » Très bien. Alors, que faudrait-il alors? Il me faut ce cheval. L'étranger réfléchit un moment, puis proposa de lui donner le cheval gratuitement si le roi lui donnait la main de la princesse. Le roi fut sur le point d'accepter lorsque son fils, le prince Darius, entra dans la pièce et prit la parole pour protester. « Pardonnez-moi, mon père. Étiez-vous sur le point de laisser ce type épouser ma sœur en échange d'un cheval en jouet ?» Le roi, quelque peu gêné, le nia et demanda à son fils d'examiner le cheval. Le prince Darius s'approcha du cheval. Il monta sur la selle et tira le levier. En un instant, le cheval s'éleva haut dans les airs. Le roi fut d'abord très content, mais il réalisa soudain que son fils était si haut qu'il pouvait être blessé. Il ordonna aux gardes de saisir le voyageur et de le mettre en prison. Loin dans le ciel, le prince Darius fut transporté à travers les nuages avec une rapidité à couper le souffle. Il essaya d'utiliser le levier pour éteindre le cheval, mais cela ne fit rien. Il examina le cheval plus attentivement et trouva un autre levier. Et lorsqu'il le déplaça, le cheval descendit. Le prince descendit près du sol. Repérant un toit plus haut que tous les autres, il fit atterrir le cheval sur le toit du palais. Il arriva quelques marches plus bas. La princesse fut réveillée par les bruits qu'elle entendit sur le toit. Elle ordonna à ses gardes de lui amener l'intrus. Les gardes amenèrent le prince devant elle et il tomba à genoux. Pardonnez-moi, princesse, de vous avoir réveillé. Je suis fils d'un roi. Cela implique que je suis le prince, et c'est la chose la plus importante à mon sujet. La dame était la princesse Nadia, la fille du roi du Bengale. La princesse était heureuse d'entendre parler de son aventure. Les jours suivants, ils firent connaissance et tombèrent rapidement amoureux l'un de l'autre. Un après-midi, le prince lui dit: « Ah, ma princesse, je pensais à notre avenir et je dois retourner dans mon royaume et demander à mon père la permission de nous marier. De plus, il aimerait savoir que le cheval volant magique ne m'a pas écrasé au sol. Voulez-vous venir avec moi ?» Elle accepta. Le lendemain matin, ils se rendirent au cheval magique, dangereux et mécanique. En actionnant le levier, les deux s'envolèrent et en 30 minutes, ils arrivèrent à la capitale de la Perse. Le prince emmena d'abord la princesse dans un chalet dans les bois près du palais. « Restez ici pendant que je vais sortir le fabricant de jouets de prison avant son exécution. Et je dirai à papa que je ne suis pas mort. Surtout, je veux parler de vous à mon père. Il organisera une réception pour accueillir une princesse. Puis, peut-être, après le dessert, je lui dirai que je veux vous épouser. » Il lui expliqua comment faire fonctionner le cheval magique au cas où elle aurait besoin de s'enfuir pour se mettre à l'abri pendant son absence. Un voleur derrière les buissons avait entendu toute leur conversation. Mais peut-on le lui reprocher? Ils étaient dans son chalet. Quelle chance! Une princesse seule et un cheval magique!
je l'emmènerai chez le sultan du Cachemire. J'aurai une belle récompense pour elle et je garderai le cheval. Le voleur attendu que le prince disparaisse dans les bois, puis il captura la princesse, l'attacha et la mit sur le cheval magique. Il monta aussi et tira sur le levier comme l'avait dit le prince, et le cheval s'éleva immédiatement dans les airs. Le prince, toujours au sol dans les bois, fut surpris d'entendre les cris de sa princesse qui volait au-dessus de lui. Et il ne put rien y faire. Alors que le roi fut ravi de voir son fils et ordonna un sursis d'exécution pour le fabricant de jouets, il comprit pourquoi son fils devait repartir. Le prince décida de ne jamais revenir avant d'avoir retrouvé sa princesse. Le sultan du Cachemire fut très impressionné par le voleur et lui remit la récompense. Puis il escorta la princesse jusqu'à son palais. Le lendemain matin, il ordonna à son accompagnateur de prévenir la princesse, de se préparer pour le mariage le jour même. Il n'y avait qu'une seule chose qu'elle pensait pouvoir faire. Elle se comporta mal et fit comme si elle était aussi folle et capricieuse que n'importe quelle princesse. Le sultan fut bientôt informé de cet étrange incident. Il offrit de grandes récompenses à tout médecin qui pourrait la guérir. Entre-temps, le prince Darius avait parcouru de nombreux pays, incertain du chemin à suivre, parce qu'il n'avait plus son cheval volant. Ayant perdu presque tout espoir, il se reposa sur un rocher. Quelques fermiers locaux vinrent lui parler d'une princesse qui était devenue folle le jour de son mariage avec le sultan du Cachemire. Soudain, une lueur d'espoir illumina le cœur du prince. Serait-ce la même princesse folle dont il était tombé amoureux? Et il fut déterminé à le découvrir. En arrivant à la capitale du Cachemire, il mit les vêtements d'un médecin. Puis le prince Darius, déguisé en médecin, dit au sultan qu'en effet la princesse pouvait être guérie, mais qu'il devait lui parler seul à seul. Le sultan accepta. Dès que le prince entra dans sa chambre, il prit ses mains dans les siennes et chuchota. « C'est moi, prince Darius, votre bien-aimé. Cette blouse n'est qu'un déguisement. » Dans des chuchotements supplémentaires, superflus et détaillés, le prince partagea les siens avec elle. Puis, il retourna chez le sultan. « Votre majesté, le sultanat poivré. Monsieur, il y a une infime chance que je puisse la sauver et lui rendre la raison. Elle a dû toucher quelque chose d'enchanté ou regarder trop de films dans son enfance. À moins que je ne puisse examiner l'objet magique, je ne peux la guérir. » Le sultan se souvint du cheval magique. Il convoqua le cheval et le montra au médecin. En voyant le cheval, le docteur dit: « C'est en effet l'objet très magique qui a enchanté la princesse. Que ce cheval soit amené sur la place devant le palais et que la princesse y soit. En quelques minutes, elle guérira. » Le lendemain matin, le cheval magique fut placé au milieu de la place. Le prince, se faisant passer pour un médecin, ordonna de placer des torches autour du cheval pour l'éclairer. On fit sortir la princesse et on l'amena au cheval. Le prétendu docteur la plaça sur le cheval. Il courut ensuite autour du cheval et jeta de la poudre noire magique dans les torches qui soulevèrent un nuage de fumée autour du cheval. Et caché dans la fumée, le prince monta sur le cheval, tira le levier et le cheval magique s'éleva dans les airs. « Sultan, le cœur d'une mariée doit être gagné. Il ne peut être acheté. » Ce même jour, le prince de Perse et sa princesse bien-aimée arrivèrent sains et saufs à la cour de Perse. Le père se réjouit du retour du fils et ordonna immédiatement un grand festin. Ainsi, le prince et la princesse vécurent heureux pour toujours, et le fabricant de jouets aussi. La fin.